Bonsoir à toutes et à tous, très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Métro News pour la semaine. En titre de ce jeudi, alors que les déportations massives des Haïtiens continuent en République dominicaine, le Conseil présidentiel de transition a organisé une réunion ce jeudi avec des membres du corps diplomatique pour discuter des relations entre les deux pays qui partagent l'île. De plus en plus de voix s'élèvent contre les membres du CPT impliqués dans le scandale de corruption. L'initiative de la société civile appelle à la démission des 3 conseillers présidents. Également au titre de ce jeudi, la commune de l'Arcahaie a été attaquée par le gang armé de Canaan, causant de nombreux dégâts matériels, environ une semaine après le massacre de Pont-Sondé qui a fait au moins 115 victimes. On démarre ce journal par le dossier de déportation massive des Haïtiens vivant en République dominicaine. Le Conseil présidentiel de transition a rencontré ce jeudi des membres du corps diplomatique accrédité en Haïti. À la demande du président du CPT, Leslie Voltaire, les conseillers et les diplomates ont discuté de la crise haïtiano-dominicaine. La question migratoire était au cœur de cette réunion, surtout avec la République dominicaine qui envisage de déporter 10 000 migrants haïtiens en situation irrégulière chaque semaine. D'après les chiffres disponibles, plus de 8 000 Haïtiens ont déjà été renvoyés vers Haïti, tandis que de nombreux autres ont choisi le retour volontaire. Toujours dans ce dossier, le comité multisectoriel constitué pour accueillir les migrants haïtiens refoulés par la République dominicaine est à pied d'œuvre, souligne le ministre de la Justice et de la Sécurité publique, maître Carlos Hercule. Toutefois, il est difficile de trouver des endroits pour les loger de manière décente. De nombreux espaces étant actuellement occupés par des groupes armés, regrette le ministre. Le gouvernement haïtien donnera une réponse bientôt à la République dominicaine, a-t-il affirmé dans le cadre d'une entrevue exclusive accordée à Métropole. Le gouvernement dominicain il prend une décision pour les rapatrier 10 000 Haïtiens chaque semaine. Et si vous regardez bien, Jean ça fait là, il est capable de arriver même avec 12 000. Donc, c'est une gros catastrophe humanitaire que nous pas attendre à ça et qui fait en violation surtout de dispositions qui existaient, notamment accord qui était signé entre la République dominicaine et Haïti, qui définit de manière claire les conditions de rapatriement, les heures de rapatriement, une exigence de un manifeste, les points frontaliers. Ça veut dire faut qu'on ait exactement qui leur a privé, par qui poste que a privé et qui quantité que a pied, un document qui a testé ça qui peut permettre que Haïti lui-même faciliter accueil là. Malheureusement, il n'a pas fait ça, il fait de façon brutale, côté que il prend yo rapatrié yo gain même des points que yo passé, c'est pas des points officiels qu'on va gagner aucun contrôle à ce moment-là sans pile gymnastique qu'a fait pour mettre un comité d'accueil avec un nombre restreint. Donc, genre de situation ça yo vraiment inacceptable, mais ce qui est certain, on est obligé d'assumer, à savoir de faire en sorte pour gagner des comités d'accueil qui pour faire d'abord l'enregistrement et ensuite la prise en charge. Maintenant, ce comité multisectoriel lui-même, il a fait coordination, l'a agencé pour louer exactement partenaire qui a intervenu, secteur qui a intervenu, maintenant qui limite qui a intervenu, mais qui besoin qui gagne pour nous prendre disposition pour besoin ça eux-mêmes yo satisfait en temps réel. Justement, en termes d'accueil, en termes de disposition, vous parlez de comité multisectoriel là qui est là pour coordonner toute disposition qu'a prend yo. Côté nous mettez monde ça yo, qui ça rejoint comme encadrement, comment ça va se passer pour eux, qui ça peut passer dans la vie de ça. Certainement, gagner des dispositions qu'a prend yo capable accueillir yo dans la dignité. Ça que ou pas capable arriver accompagner yo puis capable joindre demeure yo faut nous obliger établir un espace
d'accueil, on est en train de réfléchir. On agit déjà, mais on est en train de réfléchir sur tout ça. Il y a des gens qui jouent un accompagnement déjà, un frais que nous pas obligés de partager avec nous, qui permettent que nous retourner, mais il y a tout qui besoin plus d'accompagnement parce que dans la zone côté OEA, il est très très éloigné par rapport à point côté yo rapatrié. Donc ça m'a dit une prise en charge, certes, ça m'a dit une meilleure organisation d'ailleurs. Ce qui est fondamental pour nous, c'est que nous ne sommes pas capables d'accepter que nous retournions comme ça. Il faudrait que gagner un meilleur contrôle. Ça veut dire que un enregistrement qui fait un dossier qui est obligé à faire, c'est-à-dire une sorte de fiche technique qui peut permettre que vous joignez des informations si d'aventure moun ça ou t'as besoin ou qu'on est côté pour le répertorier. C'est ça que fait ou après que le ministère de la Santé publique est obligé de mobiliser pour garder si tu as des problèmes de santé pour l'intervenir rapidement, ou besoin des femmes enceintes, ou besoin des nourrissons, ou besoin des gens qui doivent avoir l'autre problème qui demandent une assistance médicale. Donc, le ministère de la Santé publique est là, ONM est là pour le faire enregistrement. Donc, tout acteur ça a intervenu pour que une prise en charge qui fait rapide, mais aussi pour qu'il y ait une documentation. Mais on a comprendre tout, il y a des gens certainement qui pas gagné, qui non accompagné. Faut ou faire une prise en charge. Et le monde ça aussi retourner. Ils ont gagné qui peut aller dans l'autre milieu, qui vient dans l'autre milieu. Li demander une réadaptation, li demander une resocialisation. Donc phénomène ça que nous venons gagner aujourd'hui là, li montrer nos nécessités pour nous gagner un meilleur type d'organisation parce que li imposer là avec nous pas gain le choix, c'est accueillir, mais il faut mettre des structures qui nous permettent que nous fassions une meilleure gestion, un meilleur contrôle de lui. Au-delà de ça, et ministre, il y a un paquet de monde qui est rentré là, la plupart là-dedans, pas gagné document d'identité. C'est un problème qui préoccupe le gouvernement. Absolument, à telle enseigne que le directeur général de l'immigration était présent, parce que nous trouvons toujours un problème passeport qui posait, et le gouvernement prend une décision pour que les gens qui n'ont nécessité de passeport puissent joindre passeport. La présidence avait besoin d'informations, elle avait voulu savoir exactement qu'est-ce que le gouvernement avait déjà préparé en termes de réponse. Donc, le gouvernement a été convoqué, nous étions là, nous expliquer côté nouillé, qui disposition à prendre, qui prévision, qui fait pour que on réponse baille avec sa situation catastrophique ça que le pays a connu par le rapatriement en masse de nos frères, de nos sœurs haïtiennes. C'est vrai tout que l'arrivée massive ça de compatriotes haïtiens arrivé dans le contexte côté déjà gouvernement, il y a un paquet de monde qui loge dans une série de centres d'hébergement et que on se rend compte que, ou bien on a l'impression, on dit plutôt on a l'impression que le gouvernement a une difficulté pour y reloger le ministère. Donc, c'est certain qu'il y a des difficultés parce que ou tu déjà gagné sous bras les déplacés, situation sécuritaire là. Maintenant, l'on va recevoir 10 000 rapatriés dans une semaine. Ça, c'est très difficile. D'autant que, en pile espace, ils sont occupés par des bandits, ils viennent des zones de non-droit, ça vient rendre que marge de manœuvre diminuer. Mais c'est l'État qui est, ou pas qu'à plaigner, ou obligé de prendre toute disposition pour que les gens ou accueillis fait que yo logé dans des endroits plus ou moins décents, puis yo capable mettre à la disposition les éléments basiques, question kit hygiène, etc. ou pas gain le choix, obligé de prendre toute disposition pour répondre avec besoin ça, parce que vous êtes l'État. Et effort qui déployé c'est comme une goutte d'eau qui dans un océan. Ça veut dire qu'il n'est pas perceptible. Mais les efforts, si le gouvernement n'a pas fait, aujourd'hui, c'est l'étape difficile pour nous-mêmes, moi-même avant, nous sommes là comme ça, nous avons fait une interview. Mais je vous le concède, effort, yo noyé dans l'immensité de problème. Mais le gouvernement haïtien est très actif. D'ailleurs, pour donner
la réponse idoine à ce comportement inacceptable du gouvernement dominicain. Moi, dis tout à l'heure, il y a un accord qui signé, qui dit exactement le a gagné rapatriement parce que ou pas capable d'empêcher si l'État a décidé pour ne pas kembe la kaili des gens que l'État trouvé dans une situation irrégulière, il y a souveraineté, ou pas capable d'empêcher ça. Mais au nom de respect de la dignité humaine, au nom des droits humains, le rapatriement faut qu'il fait de manière ordonnée. Il faut que les États puissent se mettre d'accord sur les conditions de ce rapatriement. D'ailleurs, c'est ce que dit l'accord. Voilà que ça pas fait comme ça. Ou pas de droit, yo pas de droit rapatrier moun. Dans nuit, yo fait dans nuit ou pas même au courant. Ou pas connaît dans qui poste frontalier que y a passé avec yo. Ou pas connaît qui quantité yo yé, gon manifeste qui pas vini. Mais nous même tout nous gain réaction. Par exemple, ou ka connaît que cette question, elle a été portée par devant le comité permanent, le comité de sécurité permanent au niveau de l'OEA, parce que la ministre des Affaires étrangères, le Premier ministre, malgré qu'ils ont en mission à l'extérieur, mais ils ont dynamisé ça. Et l'ambassadeur dominicain est convoqué pour capable d'expliquer par devant la chancellerie, c'est quoi exactement? Parce qu'il y a une violation flagrante de l'accord qui est intervenu en 1999 entre la République dominicaine et la République d'Haïti. Toute question ça a montré que, dynamique ça a montré que le gouvernement haïtien n'est pas resté insensible, n'est pas resté inactif dans ça que nous vivons aujourd'hui. Autre grand point de l'actualité, l'initiative de la société civile réclame la démission de 3 membres du Conseil qui sont accusés de corruption dans un rapport de l'unité de lutte contre la corruption. L'ISC appelle Smith-Augustin, Emmanuel Vertiller et Louis-Gérald Gilles à se présenter devant la justice et demande au commissaire du gouvernement de prendre les dispositions nécessaires. Le professeur Ronny Desroches, directeur exécutif de l'ISC, avec lui, nous allons commenter l'actualité politique. Monsieur Desroches, bonsoir. Toujours un plaisir de vous recevoir à Metro News. Bonsoir Rose Berline, bonsoir à tous les téléspectateurs et téléspectatrices de Télémétropole. Depuis quelque temps, le dossier de corruption impliquant 3 membres du Conseil présidentiel de transition retient l'actualité. Et dans une note dernièrement, vous avez demandé la démission de ces 3 membres accusés. Pourquoi maintenant, monsieur Desroches? Bon, nous avions fait sortir une note il y a quelques semaines de cela. Et dans cette note, nous avions demandé que des enquêtes soient menées de façon célère sur cette affaire et qu'à partir de là, des enquêtes, des sanctions puissent être prises. Eh bien, maintenant que le rapport de l'ULCC est sorti et que le rapport montre qu'il y a des indices très sérieux et que le rapport demande également que l'action publique soit mise en mouvement contre ces 3 conseillers présidentiels qui sont concernés par cette affaire, eh bien, nous pensons qu'il devrait démissionner parce qu'il y a, n'est-ce pas, un principe d'égalité de tous les citoyens devant la loi. Et pour qu'eux, ils puissent être jugés, pour qu'ils puissent comparaître devant les tribunaux, eh bien, il faut qu'ils démissionnent, c'est-à-dire qu'ils aient le statut de simple citoyen et non pas un statut de conseiller présidentiel. Et nous pensons aussi que ceci permettrait au Conseil présidentiel dans son ensemble de regagner un peu la confiance de la population. Parce que je peux vous dire qu'en tout cas dans tous les milieux que je fréquente,
cette confiance est très ébranlée à partir de cette affaire. Monsieur Desroches, Vous nous savez, savons que le problème, c'est que le pays a beaucoup souffert de cette affaire de corruption. La corruption gangrène l'administration publique. La corruption a plongé une bonne partie de notre population dans une misère abjecte, crasse. La corruption freine le développement du pays et la corruption également déstabilise la vie politique du pays. En effet. Donc aujourd'hui, nous devons vraiment adopter une attitude de tolérance zéro par rapport à la corruption. Monsieur Desroches, nous savons qu'un accord a été trouvé, ou du moins une entente a été trouvée entre les membres du CPT et les autres membres, justement, avancent la présomption d'innocence des membres qui sont accusés. Comment est-ce que vous voyez cela? Bon, tant qu'il n'y avait pas d'enquête, on pouvait encore parler de présomption d'innocence. Mais après l'enquête de l'ULCC, et l'ULCC, c'est quand même un organisme d'État. L'ULCC est composé de cadres qui ont quand même l'habitude des enquêtes, qui sont versés dans ce genre d'opération. Je pense que là, on pourrait plus facilement parler de présomption présomption de corruption que de présomption d'innocence. Mais non, parce que nous savons que selon certains observateurs, M. Desroches, l'ULCC n'étant pas une instance judiciaire à proprement dit, donc les membres du CPT qui sont accusés, donc en quelque sorte, ils ne sont pas forcément visés par une enquête judiciaire. Bon, c'est-à-dire que l'ULCC a remis son rapport au commissaire du gouvernement, à l'appareil judiciaire. Maintenant, il appartient à l'appareil judiciaire de faire son travail. Il faut que le commissaire du gouvernement prenne une décision et de façon célère. Trop souvent, parfois, les commissaires du gouvernement ne se prononcent pas sur les enquêtes de l'ULCC ou bien classent les affaires sans suite. Je crois qu'aujourd'hui, le commissaire du gouvernement et l'ensemble de l'appareil judiciaire doivent examiner cette question avec beaucoup d'attention parce que la société haïtienne, d'une façon générale, le peuple haïtien, d'une façon générale, attend le verdict de l'appareil judiciaire, le verdict des juges pour savoir ce qui sera fait, n'est-ce pas, de ces 3 conseillers qui sont indexés dans le cadre de cette affaire. Monsieur Desroches, comme dernière question toujours concernant la démission de ces membres dont vous réclamez, cela pense que leur démission fragiliserait le CPT dans une conjoncture aussi volatile. Selon vous, le fait de rester ou de partir, qu'est-ce qui fragiliserait davantage le CPT? Je pense que le fait pour eux de rester dans le Conseil fragilise davantage le Conseil présidentiel parce qu'il y a, si vous voulez, une érosion de la confiance. Parce que je pense que la plupart des gens qui suivent avec attention les affaires politiques de ce pays ont entendu parler de ces différentes réunions qui ont eu lieu dans un hôtel, de dîners qui a eu lieu, de cartes de crédit qui ont été payées, n'est-ce pas, après que l'affaire ait été rendue publique et non pas avant. Bref, je crois que tout le monde se pose véritablement des questions et je crois que cette affaire fragilise davantage le Conseil présidentiel. Naturellement, je peux comprendre qu'eux, ils ne peuvent pas prendre une décision à la place des juges, mais je crois qu'il appartient aux juges de prendre la décision qui est appropriée
en la circonstance, d'examiner les faits avec beaucoup d'objectivité, mais surtout, il faut que toutes les instances du pays ne se montrent pas tolérantes par rapport à la corruption, parce que c'est l'un des plus grands fléaux qui détruit notre nation. L'initiative de la société civile réclame donc la démission des membres du CPT qui sont accusés dans ce dossier. Qu'est-ce que vous proposez? Est-ce que le CPT allait rester avec ses 6 membres ou du moins on devrait remplacer ces membres accusés de corruption? Bon, écoutez, étant donné qu'il y a un accord qui a été signé et qu'on a cherché dans cet accord un certain équilibre entre les forces politiques existantes dans ce pays, de telle sorte que toutes les forces puissent prendre part aux décisions, eh bien, je pense qu'ils devront être remplacés, parce que s'ils ne sont pas remplacés et que certains secteurs politiques se sentent écartés, se sentent mis de côté, à ce moment-là, ça peut davantage fragiliser la transition. Ça peut aussi mettre en question la crédibilité des élections et représenter un problème pour la suite de la vie politique du pays. C'est normal qu'il soit remplacé pour maintenir l'équilibre, mais je pense que si la justice, à partir d'un examen sérieux du rapport de l'ULCC et après leur propre investigation les sanctionne, eh bien, je pense qu'ils devront être remplacés. Mais à mon avis, ils auraient avantage à faire le geste eux-mêmes de se retirer et de se mettre à la disposition de la justice haïtienne. Monsieur Rony Desroches, merci infiniment de votre disponibilité. Ça a été un plaisir. Merci pour votre invitation. Merci encore. Voilà donc les propos du professeur Rony Desroches de l'initiative de la société civile. Il était l'invité de Maître Dieu ce soir. Avec lui, on parlait politique. Merci de votre fidélité à Metro News. La suite des informations. À l'occasion de la fête nationale de la République de Chine-Taïwan, une cérémonie a été organisée par l'ambassade de Taïwan en Haïti pour célébrer les 113 ans d'indépendance de l'île. Parallèlement à Taipei, le président Lee Ching-te a prononcé un discours dans un contexte de tension avec la Chine continentale. Le président taïwanais a évoqué la menace chinoise qui pèse sur Taïwan en affirmant qu'il maintiendrait sa promesse de résister à l'annexion ou à l'empiètement de sa souveraineté en coopérant avec les autres démocraties et en démontrant conjointement la force de la dissuasion et en assurant la paix à travers la force. M. Lee, en revanche, a affirmé que Taïwan était décidé à garantir la paix et la stabilité dans le détroit de Taïwan. Dans le chapitre de l'insécurité, le gang de Canaan, dirigé par Jeff Larose, a envahi la commune de l'Arcaillé à l'aube du 10 octobre 2024, semant la panique parmi les habitants. Cette attaque a paralysé les activités scolaires et commerciales. Bien qu'aucun bilan officiel ne soit encore disponible, des témoins rapportent que plusieurs écoles, maisons et véhicules ont été incendiés. Les résidents, craignant un massacre similaire à celui de Pont-Sondé, ont lancé un appel à l'aide aux autorités. Il est à noter que le massacre de Pont-Sondé, commis la semaine dernière par le gang de Savien d'Alartibonite, a fait 115 morts et poussé 6300 personnes à fuir, certaines étant contraintes de dormir dans des lieux publics. Ce bilan pourrait encore s'aggraver, selon la mère de ces morts, Myriam Fièvre, car certaines zones demeurent inaccessibles. Le ministère des Affaires sociales, dirigé par Georges Wilbert Franck, prévoit de prendre des mesures pour renforcer la sécurité sociale en Haïti. Des fonds seront alloués dans le nouveau budget à cet effet, ce qui constitue une initiative du gouvernement pour garantir la protection sociale. Le ministre a également profité de l'occasion pour s'adresser aux groupes armés qui sèment la terreur dans le pays, leur demandant d'observer une trêve afin de permettre aux citoyens paisibles de vaquer librement à leurs occupations.
Dans un contexte où des centaines de milliers de citoyens sont dans les rues, le gouvernement vient de célébrer le 75e anniversaire de la sécurité sociale. Mais qu'en est-il des victimes? Reportage, Rodolphe Yarluy. Plus d'une centaine de paisibles citoyens sont tombés sous les balles assassines des groupes armés à Ponsondé dans la nuit du 2 au 3 octobre. Environ une semaine plus tard, soit ce 10 octobre, le ministre des Affaires sociales, sous l'égide de la primature, célèbre avec fierté le 75e anniversaire de la sécurité sociale. Alors que des membres de la population de l'Artibonite meurent, c'est maintenant que le ministre entend prendre de nouvelles dispositions. Pour lancer le débat sur la nécessité de renforcer le système de protection sociale haïtienne. Cette décision vise à confirmer l'engagement du gouvernement à transformer le système de protection sociale en vecteur de stabilité, de sécurité au sein de la société haïtienne. Déjà plus de 2 ans, depuis que des centaines de milliers de citoyens, plus de 700 000 pour être plus précis, occupent les établissements scolaires publics après avoir fui leur domicile à cause des groupes armés, le droit à l'éducation, à la santé, à un logement décent, tous des droits inaliénables sont bafoués et ce n'est pas tout, les chiffres en risquent d'augmenter. Des instances internationales produisent des rapports et poussent des cris d'alarme. Par contre, le ministre Georges Wilbert Frank se contente de faire de beaux discours. Dans le budget de l'exercice 2024-2025, des crédits ont été alloués afin de mettre en œuvre des chantiers identifiés dans ce secteur. Mesdames, Messieurs, le gouvernement est conscient qu'un système de protection sociale efficace représente un enjeu majeur pour le rétablissement de la sécurité, la stabilité, la pérennité de la justice sociale et le bien-être de toutes les citoyennes et de tous les citoyens. La sécurité sociale en Haïti, une formulation qui soulève de nombreuses interrogations, parmi lesquelles les autorités étatiques sont-elles conscientes de ce que cela implique? Le ministre, de son côté, croit encore que ce qui est perdu peut être ramené. Pour cela, qui toujours animé, avec sentiment pour craser brisé, m'inviter dans une trêve. Pays a besoin de respirer. Nous travaillons trop pour nous bâtir la misère et la souffrance. On prend une petite pause sous pratique qui a renforcé malin. On essaye de l'autre pratique qui a contribué à bâtir en Haïti, qui a garanti bien-être pour tout petit pays sans ne pas mettre aucun là-dedans sous côté. Plus d'une centaine de citoyens sont assassinés à Ponsondé et quasiment tous les jours, des gens tombent sous les balles assassines des groupes armés de la capitale, une situation qui ne semble inquiéter personne. Le Premier ministre est en voyage, le CPT s'est engagé dans un duel pour le pouvoir, la PNH tente de rassurer, le Premier ministre par intérim Carlos Hercule essaie de remplir son rôle. Peut-on parler de sécurité sociale dans une société qui nage en pleine insécurité? Voyant comment les autorités étatiques sont à l'aise, la réponse est claire et précise. Nous arrivons au terme de cette édition de Métro News. Avant de partir, le rappel des points essentiels développés ce soir. Alors que les déportations massives des Haïtiens continuent en République dominicaine, le Conseil présidentiel de transition a organisé une réunion ce jeudi avec des membres du corps diplomatique pour discuter des relations entre les deux pays qui partagent l'île. De plus en plus de voix s'élèvent contre les membres du CPT impliqués dans le scandale de corruption. L'initiative de la société civile appelle à la démission des 3 conseillers présidents. Et puis la commune de l'Arcaïa a été attaquée par le gang armé de Canaan, causant de nombreux dégâts matériels environ une semaine après le massacre de Ponsondé qui a fait au moins 115 victimes. Voilà ce qui met fin à notre 4e édition de Métro News pour cette semaine. Merci infiniment de votre attention. Restez branchés Métropole, on se retrouve demain vendredi pour la dernière édition. Bonsoir.